Quand on est sorti du Cibathlon Challenge en février 2024, c'était la première fois qu'on était sur site et on découvre que le gap est très important entre faire un cibathlon en distanciel et le faire en présentiel. Et je suis pas ressorti top. Plutôt frustré que content, parce qu'il s'est passé des choses qui n'auraient pas dû se passer ou qui auraient pu ne pas se passer. Ça montre bien que ce matin, c'est pas qu'une aventure technique, c'est aussi une aventure humaine. Et ça reste une super chouette expérience. J'ai hâte de voir en octobre ce qu'on va pouvoir faire, et puis on va s'entraîner d'ici là. Ce qui s'est passé pour la préparation de ce Cibathlon 2024. Il y a Oriane, donc, qui est ergothérapeute, qui s'est jointe à nous, avec comme mission celle de travailler sur la posture, permettre au corps de faire le moins de compensation possible pour être dans un geste écologique. Par exemple, quand Christophe venait le vendredi pour faire des entraînements, c'est observer les gestes qu'il faisait, essayer de comprendre comment il pouvait adapter son geste en fonction des possibilités motrices qu'il avait. Par exemple, au-delà du fait qu'il était amputé, il pouvait avoir des problématiques au niveau des genoux à certains moments, des problématiques de dos, de rachis. C'était prendre en compte ces problématiques-là. Ça ne va pas gêner là. Mais c'est peut-être pour le dos, c'est ça? C'est pour le dos, parce que quand tu as levé et qu'en fait tu avais tout le poids qui était sur l'avant, tu as levé et ton bras forcément qui a emmené vers l'avant, et c'est là où tu as dit « Ah, j'ai mal au dos ». Au droite. Et essayer d'adapter le geste pour éviter de déclencher d'autres douleurs et faire en sorte de prendre en compte toutes ces problématiques pour réaliser un geste à peu près sain. Je tiens à dire également qu'un geste peut être humain, mais surhumain. Moi, ça me gêne beaucoup moins d'avoir un poignet qui tourne à 360 degrés plusieurs fois que de devoir me plier, me tordre en deux pour réussir à faire une tâche. Après le Cibathlon de Zurich, en fait, Christophe a exprimé ses besoins pour avoir une personne qui le coach. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Parce qu'en fin de compte, la vision de Christophe, à savoir aller jusqu'au bout en mode compétiteur, était quelque chose qui me plaisait. Et puis c'est imposé l'idée de le proposer à Bruno, dont je sentais l'envie de s'impliquer, de s'engager. Et c'est effectivement important d'établir une relation de confiance avec un copilote. Il faut même que lorsqu'on ne parle pas, la personne en face, il faut que Christophe comprenne ce que je veux dire, il faut que je comprenne ce que Christophe veut dire par son regard, par ses gestes ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui se met en place et il faut qu'on ne fasse qu'un à la fin. Et c'est par les entraînements, on discute. En fait, plutôt que de le prendre par là, est-ce que si tu le prenais par là, Oui, il faut juste. plus Je suis proche du manche, plus je suis précis. D'accord, ok. Mais c'est plus sécurisant. Mais ce dont j'ai peur, c'est que prenant par là, je risque de toucher cette partie-là, et je pense que ça, c'est disqualifiant aussi. Ouais. Des fois, c'est pas évident parce que cet esprit compétiteur, Christophe se met une pression énorme. Des fois, il y a des mots qui peuvent paraître percutants. Être coach de Christophe, c'est être à son écoute. Mais aussi, lui aussi est à mon écoute et il doit me faire une confiance. Il me fait une confiance absolue. Main ouverte, main offerte. Et même si le tracé a été répété, le copilote, il est vraiment là pour sécuriser. C'est un garde-fou. Voilà, c'est exactement ça. Ensuite,
tu retires ton clip et tu vas au four. Que tu ouvres avec la main vide. C'est une prothèse qui a beaucoup de fonctions, mais qui du coup rend aussi complexe son utilisation. Et je pense que cette complexité, elle a été un peu palliée aussi avec l'entraînement. Mais de ne pas être obsédé par cette répétition, ça, c'était aussi pas mal. Parce que voilà, il y a les facteurs extrinsèques sur lesquels on n'a aucun contrôle. Par exemple, quand on s'entraîne et qu'il fait froid, quand on s'entraîne et qu'il fait chaud, on n'a pas du tout les mêmes réactions de la prothèse parce que la peau ne réagit pas pareil. Si ça fait de la sueur, les électrodes ne vont pas capter la même chose. Et sur ça, on n'a aucun contrôle. Et je pense qu'il faut prendre aussi en compte que c'est pas grave. Alors là, il se passe quelque chose qui s'est déjà passé, je ne sais pas quoi faire. Enfin, dans la vie, faire face à des inconnus, ça nous arrive tous les jours. Cet été, donc, pour la première fois, la prothèse est venue à la maison. Et c'était chouette parce que j'étais autonome avec une partie de moi. Je vais vous demander de l'aide, mais c'est fini ce temps-là. C'est la première fois que l'équipe laissait sortir la prothèse du labo, que la prothèse prenait son envol en fait. C'est un peu ça, et sortait du labo. Je me suis rendu compte qu'elle était quand même trop lourde pour être utilisable facilement. Mais on n'est quand même pas loin. Quand je l'utilise beaucoup, ça peut me manquer. Alors que je suis tout à fait heureux sans prothèse, c'est précisément parce que je suis heureux sans prothèse que je me dis tiens, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un tout qui fait que ça me rapproche de l'idée de me réappareiller de façon mieux électrique, pourquoi pas, et quand j'en ai besoin, avec une prothèse orange, bien sûr. C'est parti. On saute la petite bague, fil de fer. On saute la petite bague et fil de fer. Fil de fer, 35 secondes. Bon, alors 4 minutes. 3 Pardon. Ouais, mais 4... Ah, quoique non, nouvelle configuration, 43 secondes. Alors 4 minutes, excuse-moi, Julien. Ouais, pardon. 4 Les minutes. gobelets, 1 minute 02 en record. 4 minutes, 5 minutes. 5 minutes. Et Les petits objets, t'as fait 1,09. Bon, allez, 8 minutes, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Et on a combien de temps 8 minutes. 8 minutes. 2 minutes. Non, mais Ça fait 3 après, on peut faire un premier run stratégique de on assure Oui. les points qu'on sait faire sans se mettre dans le rouge, etc. En faisant là, on a 6 minutes, donc on est large. Oui. Et on fait un deuxième Et run. faire la totale, enfin le maximum. Même en développant un prototype exceptionnel, parce que, faut quand même le dire, la prothèse, d'un point de vue technologique, elle a quand même beaucoup de capacités qu'aucune prothèse actuellement sur le marché n'a. Et je dirais même qu'aucune autre prothèse durant le cibathlon avait. C'est une prothèse qui, au jour d'aujourd'hui, je pense, n'a pas réellement de concurrente. Mais on savait très bien tous que on n'allait pas aller en finale et que, ou peut-être qu'on irait en finale, mais qu'avoir la première place, c'était démesuré au vu des conditions du cibathlon, au vu du système de notation et du système de compétition. On savait qu'on allait plus pour montrer la technologie, montrer les possibilités, montrer que en fait, on était une équipe et que au-delà de la course arme, il y avait la course robe avec Étienne. On voulait faire entendre notre voix et qu'on était là pour ça aussi. Alors, je suis Robin Gibaud, je suis ingénieur de recherche à l'ISIR depuis 2 ans. Et j'ai travaillé dans le cadre du projet Cibathlon pour les épreuves Smart Rob de la compétition 2024. C'est Nathanaël qui est venu m'en parler. Il avait évoqué dès le départ la participation d'Étienne, à laquelle il avait proposé de participer à la compétition. Nous, en parallèle avec Alexis, on travaille sur le projet de troisième bras, donc exploiter les autres mouvements du corps pour pouvoir piloter un troisième bras robotique sans les bras. On s'est posé la question, est-ce que ça serait intéressant de le mettre sur un fauteuil roulant?
Et dans le cadre du Cibathlon, ça rentrait bien. Je m'appelle Étienne Moulet, je suis moi-même jeune chercheur postdoctoral à l'INRIA. Plus personnellement, je suis en situation de handicap. Je suis tétraplégique suite à un accident de baignade quand j'avais 14 ans. J'en ai aujourd'hui 33. J'ai été contacté par Nathanaël pour devenir le pilote de la nouvelle équipe. Alors pour le projet d'Étienne, en fait, le challenge a été énorme puisqu'il fallait, en fin de compte, préparer un châssis. Je voulais vraiment quelque chose un petit peu à la mode Formule 1. En fin de compte, on lève le fauteuil d'Étienne, les roues avant du fauteuil d'Étienne, on glisse le châssis, on repose le fauteuil d'Étienne et en 3 secondes, le système est fixé sur le fauteuil et c'est parti. Au moment où Nathanaël m'a proposé de faire partie de cette aventure, il restait pas beaucoup de temps finalement avant l'épreuve, avant la compétition. Donc beaucoup de briques technologiques étaient déjà en place. Et la place que j'ai prise, au final, était un petit peu hybride en tant que pilote qu'utilisateur terminal d'un côté, mais aussi un peu par des formations professionnelles. J'ai pas pu m'empêcher de donner mon avis de chercheur, ingénieur qui connaît un petit peu les aspects techniques. Le centre de rotation. Oui, il est Donc ça a été du coup doublement enrichissant pour moi de pouvoir échanger, à la fois donner mon feedback d'utilisateur et également pouvoir plonger un petit peu dans les détails techniques avec toute l'équipe et essayer humblement de contribuer à l'avancement du projet. Les premiers entraînements avec Étienne, je ne sais pas si on peut appeler ça des entraînements, c'est plutôt du rétro-engineering de sa part. Et de nature, Étienne, c'est tout à fait normal, Étienne est ancien doctorant du laboratoire, il a fait sa thèse ici et il a l'esprit ingénieur, et c'est normal. Donc il a besoin, en tant que pilote, de savoir techniquement comment ça se déroule. Ce qui a mené au début à plus de séances de comment fonctionne le robot, comment on l'a programmé, que apprendre à l'utiliser. Donc ce robot qui s'appelle Kiki pour Kinova, globalement on peut contrôler à tout moment la position dans l'espace de la pince et également son orientation. Avec ma main gauche, j'interagis avec une tablette, avec différents joysticks virtuels, différents boutons poussoirs. Au final, ça ressemble un peu à un cockpit d'avion, parce qu'il y a beaucoup de choses à commander, dont on ne soupçonne pas forcément, mais en tout cas, on essaie de laisser le pilote le plus possible aux manettes du robot. Ce type de bras robotique est à destination des personnes qui ont une perte de mobilité dans les membres supérieurs. Il s'avère que parmi toutes les personnes qui peuvent avoir l'utilité de ce type de bras robotique, je suis parmi les personnes les, entre guillemets, moins handicapées, c'est-à-dire que j'ai une bonne mobilité de mes bras, j'ai pas, à vrai dire, de mobilité des doigts, donc toutes les tâches de préhension, de manipulation d'objets lourds ou volumineux me sont soit compliquées, soit impossibles. Mais le fait est que l'interface de contrôle qu'on a développée, pour moi, étant donné ma mobilité, n'est pas du tout adaptée à d'autres personnes avec des handicaps plus lourds ou simplement différents. Et par rapport au niveau de handicap d'Étienne, et aussi par rapport à une demande que lui avait, on a développé un autre type d'interface, qui est un contrôle avec une caméra qui vient capter sa main dans l'espace, sa main gauche, et en fonction de la position de sa main dans l'espace, le robot, lui, va réaliser des déplacements d'avant en arrière, droite-gauche, et de mouvements de hauteur également. Et lors du Cibathlon, ça représentait 80% des déplacements du robot, c'était uniquement du pilotage avec le mouvement de sa main. Donc il n'a pas
mobilité de ses doigts, mais du coup, ce mouvement-là qu'il pouvait réaliser avec ce bras-là était exploitable pour piloter le robot. Et en algorithme de contrôle également, qu'on a développé au sein du laboratoire, il y a eu le mode Snake, serpent, qui a pour vocation en fait de pouvoir contrôler, en plus des translations du robot, les réorientations dans l'espace. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on contrôle les 6 degrés de liberté en même temps, ça demande de jongler régulièrement entre des translations, des réorientations, pour pouvoir se diriger ou interagir avec son environnement, et c'est vite très complexe. Dans cette optique-là, le mode Snake qui permet à la fois de contrôler les translations du robot, mais aussi ses réorientations. Et en fait, la pince du robot s'aligne en permanence avec le déplacement de cette main. Donc si on se déplace de la droite vers la gauche, la main reste alignée avec ce déplacement. Et si jamais, après s'être déplacé de la droite vers la gauche, on va vers l'avant, la main se réoriente dans le même sens. Lorsqu'on m'a présenté cette idée, j'y voyais pas beaucoup d'intérêt, puisque j'avais d'une certaine manière l'envie d'être en contrôle total du robot, donc de sa position et de son orientation à tout moment. Et en fait, c'est par le fait que un autre utilisateur, Nolan, un autre testeur était impliqué dans le projet, et c'est en le voyant lui utiliser ce mode-là, et en voyant que pour lui qu'il avait réussi à l'exploiter de manière presque virtuose, en tout cas ça correspondait pleinement à ses besoins, que j'ai pu identifier certaines tâches pour lesquelles ce mode de contrôle-là pouvait aussi être avantageux pour moi. Il y a un très bel exemple de cette utilisation-là qui est fait lors de l'épreuve de la pomme, où Étienne vient chercher la pomme avec la pince et ramener en fait la pomme à sa bouche, ce qui manuellement avec la tablette axe par axe lui aurait demandé d'avancer par tatillon et de jongler très régulièrement. Et là, ça lui fait un mouvement assez fluide, ce mouvement. Et c'est une épreuve qui était très intéressante à utiliser avec ce mode-là. Juste question, pour redresser la bouteille, c'était du Snake ou c'était du Snake, ok. En comparaison aux épreuves armes qu'on a pu faire, auxquelles j'ai pu assister avec Christophe, on a eu beaucoup moins d'heures d'entraînement. Peut-être aussi parce que les épreuves étaient moins complexes, beaucoup moins complexes, je pense. Et du coup, le fait que ces tâches soient assez simples à réaliser, Étienne a très aisément, si je peux dire, réalisé certaines d'entre elles. Donc au final, en tout et pour tout, on a dû avoir 30 heures d'entraînement avec Étienne pour faire ces épreuves-là. La version finale de l'interface de contrôle et des algorithmes de contrôle, je ne donnerai pas de chiffre exact, mais a été prête pas très en avance par rapport à la date de la compétition. Je crois qu'on avait changé la caméra pendant les dernières semaines, parce qu'en fait, le pilotage qu'on réalisait avec la caméra 1 d'Étienne avait un logiciel embarqué qui, toute seule, lui permettait de détecter la morphologie de sa main. Mais de par la morphologie de la main d'Étienne, la caméra, des fois, ne détectait pas sa main dans le bon sens. Et du coup, ça faisait sauter... c'est sauter le contrôle, en fait. Ça rendait l'utilisation instable. Donc, quelques jours avant de partir, peut-être quelques semaines, j'exagère, avant de partir, il a fallu qu'on change la technologie de la caméra avec Alexis pour en avoir une plus fiable. Et c'est ce qu'on a fait, et ça a très bien marché lors de la compétition. Mais dans le même temps, étant donné que j'ai été impliqué de bout en bout dans ce développement-là, et que j'ai pu suivre l'évolution du projet et m'y adapter aussi, au final, c'était pas un énorme frein à ma performance à moi en tant que pilote. Alors, quelques semaines avant le Cibathlon, c'était un mélange de confiance et d'anxiété.
Confiance parce que donc, le cibathlon, c'est un enchaînement de 10 épreuves. Et on avait pu simuler, reproduire dans le laboratoire 8 de ces épreuves. Et les derniers entraînements que j'avais pu faire avaient montré que j'arrivais à enchaîner ces 8 épreuves dans le temps qui était imparti, donc de 10 minutes. Donc j'avais plutôt confiance en la co-performance que je pouvais fournir. Attention. Hop. Non, c'est pas fini. Vas-y, éloigne-toi. Combien de temps, Nolan? 9 minutes 34. Mais il y a combien de 10 minutes normalement pour les. Oui, c'est vrai, là ça fait 34 Mais dans le même temps, le système était pas 100% stable. Parfois, la caméra que j'ai évoquée qui filmait ma main pour contrôler le robot pouvait avoir des petits ratés. Si l'éclairage était un peu trop puissant, éblouissait un petit peu la caméra. Dans certaines configurations du robot, le contrôleur, enfin le robot lui-même commençait à parfois avoir des comportements un petit peu incontrôlables ou difficiles à anticiper. Et enfin, il y avait quand même l'incertitude ultime, on va dire, dans une compétition, qui est qu'on ne sait pas du tout où en sont les autres candidats, les autres concurrents plutôt. Toujours une petite pointe d'inquiétude sur les aspects logistiques, puisque c'était à Zurich, et donc il y avait, quand on est en situation de handicap, se déplacer loin, à l'étranger, dans un environnement non contrôlé et inconnu, ça embarque toujours son lot d'inquiétude ou d'incertitude. Assez stressant également, parce que tout le monde ne vit pas la montée du stress de la même façon, je dirais plus exactement au même rythme. Et les montées d'adrénaline ne se font pas pour tout le monde en même temps. Et les sujets de stress ne sont d'ailleurs pas pour tout le monde exactement les mêmes. Tu t'éjectes. Yes. Bien joué. 30 secondes par rapport à tout à l'heure. Ouais. 7,06, tout à l'heure 7,36. Hyper impressionnant. Faut que je note les scores. 7,06. À 1 minute de rap. C'est hyper bien. Mais là, la vitesse à laquelle il doit faire, au moins, la bite, je la prends de façon bien plus sécurisée. Et là, t'as pas eu de soucis parce que tout à l'heure, t'avais des soucis du coude qui voulait bouger tout seul. Mais Là, c'est oui, pas parce que ça. je transpirais moins, en fait. Et parce que Yogan, il a nettoyé avec de l'alcool. Ça peut être pas mal, on fera ça. Et en fait, on a dit, on en parlait avec Christophe, on va faire des rainures entre les deux électrodes qui posent problème, qui communiquent entre elles, à la Dremel, tu vois, un trait comme ça, où on pourra peut-être glisser par l'intérieur un tampon de caoutchouc ou un bout de sopalin ou n'importe quoi pour faire une barrière physique pour que l'unité ne monte pas. Tu mets reviens, ton poignet en extension. J'étais dans un stress mais monumental, j'avais du mal à dormir la nuit, j'étais vraiment dans un état assez complexe pour une raison simple, c'est en tant que copilote, je n'avais pas le droit à l'erreur. Et c'est une responsabilité qui était énorme et je refusais de décevoir. Et donc je voulais donner le meilleur pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc oui, il y avait quand même une pression une envie
une envie de parfait. Et je me mettais la pression énormément tout seul. Mais c'était, encore une fois, c'était pas négatif. C'était peut-être comme certaines personnes qui vont monter sur les planches et qui vont avoir le trac avant de monter sur scène. Moi, j'avais un trac monstrueux. Donc, je sentais que dans l'équipe, il y avait un gros niveau de fatigue et de surmenage. Et je pense qu'on avait tous atteint un stade de fatigue qui faisait que ça se voyait que c'était tendu. Après, d'un point de vue pratique, d'après moi, on avait tellement de fois répété que ça allait jouer sur des imprévus, et comme dans toute pratique, il peut y en avoir toujours plein. On se rend compte qu'on avait trouvé des solutions, par exemple face à la sudation au niveau du moignon, le fait d'utiliser les poches de glace qui permettaient de ralentir la circulation sanguine avant de chausser la prothèse, ça permettait d'éviter des problématiques de sudation, le fait d'avoir rajouté des petits cotons pour absorber l'humidité. Enfin, toutes ces techniques qui ont été développées sur du long terme, les gestes, le fait que on est quand même une équipe qui était très présente, très soudée, ça a aussi permis d'aller au Cibathlon de manière un peu serein. Ok, bon. Eh ben, on va essayer. On va réussir. On va essayer de réussir.